女はお茶会に遅れないよう。もう何日も眠ることができない。いや、寝れないでいる。寝たらダメだ。寝たら死ぬ。L'histoire du crime au Japon, souvent associée aux syndicats hauts en couleur ou aux intrigues policières millimétrées, regorge de figures obscures qui n'ont ni l'élégance cinématographique des bandits d'honneur, ni la sophistication intellectuelle des empoisonneuses de romans. Parmi ces spectres, Nakamura Seisaku occupe une place à part, celle d'un monstre silencieux, dont les crimes commis dans l'ombre de la guerre semblent avoir été engloutis par un siècle plus préoccupé par les batailles que par les cadavres sans uniforme. Le tueur sourd de Hamamatsu, un surnom qui a quelque chose d'une mauvaise fable ou d'une légende urbaine, n'est pourtant ni un mythe ni une exagération journalistique. Il a bel et bien existé et ses actes à la fois calculés et viscéraux méritent d'être racontés car ils révèlent une facette troublante du Japon du XXe siècle, un Japon où le fracas du monde n'atténuait pas la brutalité des marges mais la recouvrait, comme une vague recouvre les traces de sang sur le sable des débarquements. Le quartier général de la police préfectorale de Shizuoka a décrit l'incident comme l'un des crimes les plus odieux de l'histoire du crime au Japon. Les attaques ont provoqué une peur extrême parmi les résidents locaux qui ont commencé à s'armer de lances, de gourdins en bambou et à s'organiser en groupes d'autodéfense. De plus, après avoir résolu l'affaire, le détective Korebayashi Asao, qui allait plus tard mener à de nombreuses condamnations injustifiées eu égard à ses méthodes discutables, y a été félicité pour sa contribution et l'affaire a également été l'occasion pour Korebayashi de gagner en renommée et de progresser dans sa carrière. Nakamura Seisaku naquit dans une époque où le handicap n'était pas seulement une fatalité biologique, mais un arrêt de mort sociale. Être sourd dans le Japon des années 1920 signifiait bien plus qu'une difficulté de communication, c'était d'être relégué à une caste informelle de parias, une existence réduite à l'ombre, au silence et au mépris. La médecine moderne n'avait pas encore offert ses solutions techniques, et l'isolement des malentendants était absolu, sans école adaptée pour les plus modestes, sans espoir d'intégration, sans même l'illusion d'un avenir. La famille elle-même se montrait souvent cruelle, et le sort réservé aux enfants sourds variait entre l'abandon dans des institutions impériales plus proches des prisons et des mouroirs que des foyers, et l'indifférence polie d'une société où l'inutile était un poids. Seisaku, rejeté par les siens, grandit dans un monde où la miséricorde se mesurait à l'épaisseur du rideau qui le séparait des conversations du reste de l'humanité. Ce n'était pas seulement une question de privation sensorielle, c'était une mutilation sociale, un verdict silencieux que même le plus féroce des criminels n'aurait pu formuler avec autant de brutalité. La Seconde Guerre mondiale gronda bientôt et avec elle vint le chaos, un chaos si total qu'il offrait des opportunités étranges aux âmes brisées. De 1938 à 1942, tandis que l'armée impériale rasait des villages en Mandchourie et aux Philippines et que Tokyo peaufinait ses discours sur l'ordre et la discipline, Nakamura Seisaku tua. Il tua dans la ville industrielle de Hamamatsu, connue pour ses manufactures d'instruments de musique et ses chantiers navals, une ville où le vacarme des machines couvrait toute autre rumeur, y compris celle de la disparition progressive d'une série de victimes sans lien apparent,
comme si la ville elle-même se refusait à prêter attention au destin brisé qui disparaissait entre deux notes de piano inachevées. Il n'y avait pas de signature évidente, pas de déclaration manifeste, pas de revendication comme dans les crimes grotesquement théâtraux des tueurs qui aiment à semer des énigmes. Il y avait juste des morts froides, précises, comme si l'acte de tuer avait été privé de tout éclat dramatique, réduit à une nécessité fonctionnelle presque bureaucratique. Nakamura Seisaku n'a jamais expliqué son œuvre sanglante, mais il est tentant d'y voir l'expression d'une vengeance tacite contre une société qui l'avait rejeté, contre les filles qui le boudaient, une revanche muette exécutée avec la froide détermination d'un garçon qui n'attendait plus rien du monde, si ce n'est l'étrange satisfaction d'en soustraire ceux qui, comme lui, étaient condamnés à l'inexistence. Ce qui frappe dans le parcours de ce tueur, c'est à quel point ses actes furent éclipsés par le tumulte historique, car comment s'émouvoir d'une dizaine de meurtres alors que des villes entières étaient réduites en cendres? Comment chasser un assassin silencieux alors que l'ennemi le plus redouté se trouvait de l'autre côté du Pacifique armé de cuirassés et de bombardiers? La police de Hamamatsu, occupée à gérer des pénuries alimentaires, à traquer les espions supposés et à préparer la défense civile, mit des années à comprendre qu'un prédateur agissait sous son nez, et lorsqu'elle réalisa enfin l'ampleur du carnage, elle le fit avec un certain agacement, comme si l'existence même de Nakamura Seisaku était une distraction irritante dans un contexte où l'horreur était censée être l'apanage des conflits internationaux. Arrêté en 1942, en plein apogée des tensions avec les États-Unis, il fut jugé dans une relative indifférence, sans la médiatisation outrancière qui accompagne souvent les grandes affaires criminelles. On ne lui offrit pas le luxe d'une analyse psychiatrique sophistiquée, mais celle d'un médecin idéologue toxicomane, ni le moindre effort de compréhension. Son procès fut bref, son exécution encore plus. L'échafaud ne lui accorda pas le temps de livrer ses véritables motivations et son passage dans l'histoire ne laissa que des traces éparses, des coupures de journaux jaunis et quelques rapports policiers fatigués. Une ironie cruelle pour un homme qui n'avait jamais été entendu de son vivant que d'être si vite oublié après sa mort. Et pourtant, Nakamura Seisaku incarne quelque chose de plus grand qu'un simple fait divers macabre. Il est le témoin involontaire d'un Japon qui, sous ses dehors policés et disciplinés, n'avait pas su protéger ses enfants brisés. Il est la preuve que la monstruosité n'émerge pas dans le vide, mais se nourrit de l'indifférence collective. Le 10 septembre 1923, alors que l'aube s'étirait lentement sur les champs fertiles de Hamamatsu, qu'un vent tiède soulevait les premières poussières des chemins de terre et que les paysans, ces maîtres invisibles du temps rural, s'apprêtaient à entamer une nouvelle journée dans le cycle inflexible des saisons, Nakamura Seisaku vint au monde dans un foyer où la prospérité se mesurait à la générosité des récoltes et à la solidité des fondations familiales. Il naquit dans l'une des familles d'agriculteurs les plus riches du village, une maison où l'argent, s'il ne coulait pas à flot, assurait au moins que le riz et la viande ne manqueraient jamais sur la table et que les enfants grandiraient avec des vêtements propres et des jouets. Il était le 9e de sa lignée,
le dernier rejeton d'une fratrie pléthorique où l'ancienneté imposait ses droits, où 6 garçons et 3 filles formaient un empire miniature régi par des lois tacites et une hiérarchie implacable. Être le cadet d'une telle tribu n'avait rien d'un privilège, c'était être celui à qui l'on passait les vêtements usés, celui que l'on écartait des discussions d'adultes, celui qui devait se tailler une place dans un univers déjà saturé de personnalités affirmées. Dès ses premiers mois, ses parents sentirent que quelque chose était différent. Les nourrissons pleurent, gazouillent, réagissent au bruit du monde avec cette curiosité innée qui fait d'eux des éponges prêtes à absorber le langage avant même de le comprendre. Seisaku, lui, était silencieux. Il ouvrait bien la bouche, émettait des sons indistincts, mais il ne se retournait pas lorsque sa mère l'appelait, ne sursautait pas au claquement de mains, ne tournait pas la tête lorsque son père entrait dans la pièce avec cette autorité naturelle qui, d'ordinaire, imposait l'attention immédiate à ses enfants. Au début, on crut à un simple retard, un de ces contretemps que l'enfance finit toujours par rattraper, mais à mesure qu'il grandissait, que les premiers mots des autres enfants jaillissaient comme des bourgeons précoces, Seisaku restait enfermé dans son mutisme lointain, étranger à cette effervescence sonore qui semblait le contourner sans jamais l'atteindre. On dit qu'au début, il entendait un peu, que certains sons lui parvenaient dans une approximation confuse, mais à 3 ou 4 ans, cette porte s'était refermée presque complètement et ce qui n'était qu'un retard devint une fatalité. Une famille aussi nombreuse et prospère qu'elle soit n'a pas toujours la patience de la tendresse. Et chez les Nakamura, où l'éducation était affaire de rigueur plus que d'affection, un fils qui n'entendait pas était un fardeau, un embarras que l'on ne savait pas bien comment gérer. Pourtant, à 7 ans, contre toute attente, un progrès infime illumina brièvement l'avenir incertain de l'enfant. Il parvint à articuler quelques mots, des sons arrachés au silence, des syllabes hachées mais reconnaissables. Oto-chan pour son père, Oka-chan pour sa mère, Ne-chan pour sa grande sœur, des balbutiements tardifs mais suffisants pour insuffler un mince espoir. Ce fut alors que, mus par cette lueur de normalité, ses parents décidèrent de l'inscrire à l'école primaire du village, convaincus que l'environnement scolaire, avec sa discipline et sa structure, favoriserait son développement linguistique et lui permettrait, à défaut d'être un enfant comme les autres, de s'en approcher suffisamment pour que le monde accepte de lui faire une place. Ce fut un pari raté. Même après son entrée à l'école, Seisaku ne développa aucune véritable compétence linguistique. Les mots restaient un territoire hostile, un champ de bataille où il ne gagnait jamais, et si les autres enfants prenaient plaisir à bavarder, à réciter, à apprendre cette étrange musique qui leur donnait le pouvoir de nommer et de comprendre, lui se contentait des gestes, un langage instinctif mais rudimentaire qui le reléguait toujours à la marge. Il ne parlait pas, ou si peu, et ce mutisme partiel fit de lui une énigme pour ses camarades, un objet de curiosité d'abord, de moquerie ensuite. Les enfants, dans leur infinie cruauté inconsciente, ne manquèrent pas de lui rappeler son étrangeté, et bien qu'il n'ait jamais eu d'amis proches, qu'il ait été un corps à la périphérie du groupe plus qu'un individu à part entière, il n'était pas pour autant une victime docile. Il était fort, sûr de lui et savait répondre aux brimades par les poings lorsqu'il le fallait, se battant avec une violence froide qui contrastait avec son apparente résignation. Ce que les mots ne pouvaient exprimer, il le disait avec ses coups et si les autres enfants riaient parfois de lui, il riait rarement très longtemps. Pourtant, malgré cet isolement, malgré cette barrière invisible qui le séparait des autres, Seisaku ne fut jamais perçu comme un problème par ses enseignants. Selon sa mère, il n'y eut jamais de plainte de la part des professeurs, jamais d'accusation de mauvais comportement, jamais de signe extérieur qui aurait pu alerter qui que ce soit. Il était attentif, appliqué,
Enclin aux études, et s'il ne pouvait s'exprimer comme les autres, il écoutait à sa manière, absorbant les leçons avec cette intensité silencieuse qui le caractérisait. Il avait un don pour les travaux manuels, une habileté naturelle qui le poussait à démonter et à réparer des objets avec une précision surprenante pour son âge. Il construisit lui-même son bureau, fabriqua des étagères pour ranger ses maigres possessions, trouvant dans l'artisanat une forme d'expression que le langage lui refusait. Mais ce qui le captivait par-dessus tout, ce qui éveillait en lui une fascination qui allait bien au-delà de la simple distraction, c'était le cinéma. Dès son plus jeune âge, il fut un spectateur assidu, un habitué des salles obscures où il s'enfonçait dans un monde de fiction bien plus tangible que la réalité elle-même. Il ne s'intéressait pas aux histoires d'amour ou aux comédies naïves. Il n'avait que faire des récits sentimentaux où les héros se languissent sous la lune. Non, ce qu'il aimait, c'était l'atmosphère désolée des films de sabreurs, ces drames silencieux où des hommes en noir erraient dans un Japon médiéval hostile, où des ombres surgissaient du néon pour frapper avec précision, où le destin se scellait en un seul mouvement de l'âme. Il vouait une admiration féroce à Tange-Sazan, ce renin borgne et manchot, qui, malgré ses blessures, n'avait rien perdu de son art du sabre, et ce personnage devint une obsession, un modèle, une figure à laquelle il s'identifia avec une intensité qui dépassait le simple divertissement. Bien plus tard, lorsqu'un psychiatre se penchera sur son cas, il notera que la méthode de ses meurtres portait l'empreinte de cette fascination précoce, qu'il portait toujours une lame dans sa ceinture lorsqu'il tuait, qu'il frappait avec cette même efficacité impitoyable, comme si chaque crime était une scène minutieusement chorégraphiée, où il jouait enfin le rôle qu'il s'était toujours rêvé. Mais à cet âge, il n'était encore qu'un garçon qui, influencé par son frère aîné, le 5e fils, nourrissait aussi une curieuse attirance pour le monde des geishas, une attirance floue, indistincte, un mélange de curiosité et de désir latent qui ne comprenait pas encore totalement, mais qui, comme tout le reste, se nourrissait lentement dans l'ombre, attendant son heure pour éclore sous une forme bien plus sombre. Mars, et avec lui le début du printemps, cette saison où le vent se charge des parfums humides de la terre qui se réveille, où les champs, encore endormis sous les restes de l'hiver, commencent à frémir sous la promesse des premières semences. Un moment de renouveau pour beaucoup, mais pas pour Nakamura Seisako qui, à 14 ans, s'apprêtait à quitter l'école primaire avec une indifférence parfaite, sans le moindre sentiment de fierté ou d'appréhension. Il n'était pas un mauvais élève, du moins pas dans le sens habituel du terme. Il avait suivi les cours avec une attention silencieuse, construit ses propres meubles avec une habileté surprenante, et n'avait jamais fait l'objet de plaintes particulières de la part des enseignants. Mais si d'autres élèves voyaient leur diplôme comme un ticket vers un avenir qu'ils rêvaient meilleur, Seisako, lui, n'en avait rien à faire. Ce n'était qu'une formalité, un chapitre qui se refermait sans qu'il n'eût l'impression d'en avoir écrit une seule ligne. Il rentra chez lui, chez les Nakamura, dans cette maison massive et austère où la prospérité de la famille se mesurait à la surface des rizières et à la robustesse du bétail. Une maison où les enfants nombreux avaient tous un rôle à jouer, une maison où l'on apprenait très jeune que l'honneur et la sueur étaient les seules monnaies d'échange acceptables. Il aurait dû, comme ses frères avant lui, se fondre dans cette mécanique agricole, prendre sa place dans les champs, participer à l'entretien des terres, comprendre que son devoir envers la famille passait avant tout le reste.
Mais Seisaku détestait l'agriculture. Il la haïssait d'un mépris absolu, viscéral, une aversion qui n'était pas seulement celle d'un adolescent rechignant à l'effort, mais celle d'un esprit qui voyait dans les travaux des champs une punition plus qu'une nécessité. Le soleil brûlant, le froid mordant, la boue sous les ongles, les gestes répétitifs, le cycle immuable des semis et des récoltes, tout cela lui inspirait un dégoût profond, un rejet qui ne se négociait pas. On pouvait lui ordonner de travailler et il le ferait, un minimum, juste assez pour ne pas être immédiatement battu ou mis à la porte. Mais jamais plus que ce qui était strictement exigé, jamais avec cet engagement naturel qui faisait de ses frères de bons paysans. C'était un égoïsme flagrant, du moins, aux yeux de ceux qui l'entouraient. L'un de ses frères aînés, qui avait hérité du sens du devoir familial avec la même ferveur qu'un samouraï des temps anciens, héritant de la lame de son père, se souvenait de lui comme d'un garçon incapable du moindre sacrifice, incapable de donner plus que le strict minimum, toujours à traîner derrière, toujours à s'éclipser dès que le dos du père était tourné. Il était buté, compétitif jusqu'à l'absurde, mais jamais dans un sens constructif. Il refusait de perdre, refusait d'admettre qu'il avait tort, refusait de suivre les instructions si celles-ci contrariaient son désir immédiat. Il ne comprenait pas la coopération, n'en voyait pas l'intérêt, et lorsque quelqu'un essayait de lui faire entendre raison, il se murait dans un silence d'acier, un mutisme aussi dense que la pierre. On aurait pu croire qu'un garçon incapable de parler normalement serait au moins capable d'écouter, mais Seisaku n'écoutait jamais. Ce qui rendait sa présence encore plus insupportable, ce n'était pas seulement sa paresse et son obstination, c'était son humeur, une noirceur qui ne quittait jamais ses traits, une ombre qui planait au-dessus de lui comme un nuage incapable de se dissiper. On ne l'avait jamais vu triste, jamais vu pleurer, pas même enfant. Pas même sous la colère paternelle ou sous les coups de ses frères, il encaissait sans broncher, sans le moindre signe de détresse, et cette insensibilité glaçait autant qu'elle irritait. Il était comme une surface lisse où rien ne s'accrochait, un garçon dont le regard était toujours légèrement en retrait, comme s'il regardait le monde depuis un point de vue où les émotions n'avaient aucune importance. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était quelque chose de plus profond, une incapacité totale à éprouver la moindre tristesse. Mais s'il ne ressentait rien pour les autres, cela ne signifiait pas qu'il n'éprouvait rien du tout. Il y avait une chose qu'il maîtrisait parfaitement, la colère. Elle était là, tapie sous sa peau, une bête que personne ne semblait capable de voir avant qu'il ne soit trop tard. S'il y avait une personne qui la recevait plus que quiconque, c'était sa mère. Il n'avait pour elle aucune pitié, aucune reconnaissance, aucune tendresse, seulement une haine brute, sans nuance, un mépris si absolu qu'il se manifestait par une violence directe, crue, répétée. Il la frappait, et pas seulement dans ces accès de rage que l'on pardonne parfois aux enfants trop impulsifs. Et avec cette froideur qui rendait ses paroles plus terrifiantes encore que les cris d'un homme en furie. Il levait la main sur elle comme un maître sur un esclave récalcitrant, comme si elle lui devait quelque chose qu'elle ne lui avait jamais donné, comme si elle était l'incarnation physique de tout ce qu'il méprisait. Pourquoi ? Même ceux qui l'avaient connu ne pouvaient l'expliquer. Sa mère, bien qu'austère comme l'étaient toutes les femmes de son époque, ne s'était jamais montrée plus dure avec lui qu'avec ses autres enfants. Mais peut-être était-ce là justement ce qui lui reprochait. Il aurait voulu être traité différemment, il aurait voulu que son handicap justifie une place à part, qu'on lui accorde un traitement spécial, qu'on le distingue de cette fratrie où il n'était qu'un numéro de plus. Il haïssait sa normalité, il haïssait l'indifférence avec laquelle elle le rangeait dans le lot. Alors il frappait, il humiliait, il intimidait comme un tyran miniature, et elle, dépassée, incapable de comprendre d'où venait une telle rancœur, ne faisait rien d'autre que survivre dans sa propre maison. Finalement, Seisaku eut un répit, une échappatoire.
Peut-être 1 an après avoir quitté l'école, peut-être 3, personne ne s'en souvient précisément, il entra dans une école pour sourds, un environnement qui, pour la première fois de sa vie, lui promettait autre chose qu'une existence réduite à la corvée et à la frustration. Il aurait pu s'y épanouir, il aurait pu y trouver un semblant d'appartenance, d'équilibre, la possibilité d'un futur où il ne serait plus ce fardeau à peine toléré par sa famille. Mais Seisaku n'était pas fait pour l'intégration. Il n'était pas fait pour les autres, il n'était pas fait pour apprendre à vivre dans un monde où l'on donne autant que l'on reçoit. Il était fait pour autre chose, il ne savait pas encore tout à fait quoi. Mais il le découvrirait très bientôt. Le 21 août 1938, une nuit lourde et poisseuse s'étendait sur le village de Tsumishi, enserrant ses rues de poussière et de rumeurs inavouables. Un été où l'air vibrait sous le chant des insectes et où, derrière les façades closes, les âmes fatiguées cherchaient un répit entre les ombres. La guerre, encore lointaine, n'était qu'un grondement sourd aux confins de la conscience, une inquiétude diffusée, noyée sous des préoccupations plus immédiates, trouver du riz en quantité décente, échapper aux saisies militaires et, pour ceux qui pouvaient encore s'offrir des luxes, perdre quelques heures dans l'étreinte monnayée des maisons closes du quartier. C'était un monde où les plaisirs s'échangeaient contre des yens et où les hommes, fatigués de courber les chines sous les ordres, venaient troquer leur frustration contre la promesse éphémère d'une chaleur humaine sur commande. C'était un monde que Nakamura Seisaku voulait posséder. Il avait 14 ans et ce soir-là, il avait un plan. Cela faisait 3 mois qu'il y pensait, 3 mois qu'il sculptait cette idée dans son esprit, qu'il affinait son projet avec la précision obsessionnelle de celui qui n'a ni doute ni remords. Il voulait de l'argent, il voulait une femme, et comme la société lui refusait l'un et l'autre, il allait les prendre. Il avait déjà fabriqué son arme, un couteau artisanal taillé à partir de pièces métalliques de vélo récupérées dans une décharge, une lame dont il avait poli les bords jusqu'à en faire un outil de mort fonctionnel, avec un manche qu'il avait ajusté à la forme de sa main et un fourreau qu'il portait désormais comme une extension de lui-même. Il s'était préparé. Il avait renforcé ses bras par des tractions quotidiennes, il s'était entraîné à l'étranglement et à l'art de poignarder sur des mannequins de fortune, remplis de paille et de tissus épais. Il avait répété encore et encore les gestes qui lui assureraient la victoire sur les corps qui lui résisteraient. Il avait déjà perdu trop de fois contre la réalité. Cette fois, ce serait lui qui dicterait les règles. Le choix du lieu n'était pas dû au hasard. La maison de prostitution Musashiya, située au 403 Nishigasaki, était une de ces institutions discrètes dont on évitait de parler à voix haute, mais dont tout le monde connaissait l'existence. Ce n'était pas l'établissement le plus luxueux du quartier, mais il avait l'avantage d'être relativement isolé, avec une structure qui se prêtait parfaitement à ses intentions. 2 étages, des fenêtres accessibles, une clientèle qui ne poserait pas de questions. Il l'avait repéré plusieurs fois, roulant lentement devant sur son vélo, notant les entrées et sorties, repérant les rares moments où le personnel fermait enfin les yeux. Cette nuit-là, il savait qu'elle serait peu nombreuse, qu'il y aurait des failles dans la vigilance et que personne ne soupçonnerait un adolescent d'être autre chose qu'un errant sans envergure. Il arriva sur place vers 1h50 du matin, vêtu d'une chemise beige et d'un pantalon noir, une tenue neutre qui lui permettrait de disparaître dans l'obscurité si nécessaire. Il avança sans hésitation, repéra la corde à linge tendue entre les poutres du 2e étage et la grippa avec une agilité féline. Son corps, affûté par des mois d'entraînement silencieux, se hissa sans effort, et il se faufila à l'intérieur comme un serpent pénétrant un nid. Dans la pièce du bas, la tenancière dormait. Une femme de 38 ans dont la vie était faite de transactions et de silence feutré. Une femme qui avait appris depuis longtemps à ne pas poser de questions tant que l'argent circulait. Elle ne se réveilla pas tout de suite.
Pas avant que la lame improvisée de Seisako ne lui ouvre la joue droite d'un coup sec, un trait rouge qui se dessina sur sa peau avant même qu'elle ne réalise ce qui venait de se passer. Elle hurla, un cri brutal primaire, une tentative désespérée d'appeler à l'aide, mais déjà il se détournait, laissant derrière lui un flot de sang et de confusion, montant les escaliers avec la certitude de celui qui a répété chaque mouvement dans son esprit des dizaines de fois. Au deuxième étage, une prostituée de 31 ans dormait encore, inconsciente du cauchemar qui se déroulait sous ses pieds. Il la trouva recroquevillée sous ses draps et, sans hésiter, frappa à 2 reprises dans son dos, des coups destinés à la neutraliser plutôt qu'à tuer. Elle se réveilla dans un sursaut de douleur, tenta de se retourner, mais il était déjà parti, déjà redescendu vers la propriétaire qui, dans un ultime effort de survie, avait trouvé la force de crier « Au feu !» Un stratagème aussi ancien que les maisons closes elles-mêmes, une ruse pour alerter sans attirer les soupçons d'une police qui fermait volontiers les yeux sur ce qui se passait derrière ces murs. Mais Nakamura Seisaku n'avait pas l'intention de lui laisser cette chance. Il s'agenouilla à côté d'elle et planta la lame encore et encore sous son oreille droite, sur sa joue gauche, dans son dos, une pluie de coups féroces exécutés avec une précision méthodique, comme si chaque blessure était une punition pour son audace. Il aurait pu continuer, il aurait voulu continuer. Mais au moment où il retira son couteau pour frapper une nouvelle fois, il sentit une résistance étrange sous sa poigne. Il baissa les yeux, la lame était tordue. Son arme, celle qu'il avait passé des mois à perfectionner, celle qui devait être son extension, son instrument de conquête, venait de lui faire défaut. Une lame de mauvaise qualité, un métal trop fragile, incapable de supporter le poids de sa propre fureur. Une erreur de calcul, une humiliation inattendue, une faille qui venait briser l'élan parfait qu'il s'était imaginé. Et ce fut précisément cette faille, ce minuscule détail technique, qui le fit reculer, qui le poussa à abandonner son plan initial. Il aurait pu chercher l'argent, il aurait pu fouiller les tiroirs, il aurait pu terminer ce qu'il avait commencé, mais quelque chose dans ce moment d'imperfection lui arracha toute satisfaction. Il tourna les talons et s'échappa par la porte d'entrée, disparaissant dans la nuit comme un cauchemar qu'on aurait rêvé trop fort. Il ne savait pas qu'un enfant l'avait vu, le fils aîné de la propriétaire, 13 ans, dormait dans la même pièce que sa mère au moment de l'attaque. Il n'avait pas bougé, pas osé respirer, paralysé par une peur animale, son jeune corps figé dans une attente mortelle. Mais il avait vu l'homme en chemise beige et pantalon noir s'enfuir. Il avait retenu cette silhouette qui se glissait hors de la maison comme un spectre. Il avait emmagasiné chaque détail assez pour témoigner si on le lui demandait. Mais personne ne lui demanda. Parce que c'était une maison close, parce que la police n'avait aucune envie d'investir du temps et des ressources dans un crime qui, de toute évidence, sentait l'affaire privée. Le client mécontent qui a attrapé une maladie vénérienne, la querelle d'argent où l'amant est conduit. Parce que les autorités avaient mieux à faire que de résoudre un incident dans un bordel alors que le Japon s'enfonçait un peu plus chaque jour dans la guerre. L'enquête pour ce double meurtre, les 2 femmes avaient succombé à leurs multiples blessures entre-temps, fut ouverte avec l'énergie feinte de ceux qui savent qu'ils n'iront nulle part, puis abandonnée un mois plus tard sans coupable, sans justice, sans même un véritable effort pour comprendre ce qui s'était passé. L'incident Musashi rejoignit la longue liste des affaires oubliées, une simple rumeur qui circula un temps dans les rues poussiéreuses de Tsumishi avant de disparaître sous d'autres histoires, d'autres drames. Ce ne serait que bien plus tard, après son arrestation, après tous les aveux qu'il commencera à égrener de sa bouche comme une litanie macabre, que l'on comprendra ce qui s'était réellement passé cette nuit-là, mais à ce moment-là, plus personne n'aurait envie d'écouter.
Mars 1939 et avec lui le vent timide du printemps, ce souffle tiède qui balayait les rues de Hamamatsu avec la délicatesse d'un mensonge bien formulé, effaçant un hiver que personne ne regrettait, apportant cette lumière pâle qui rendait l'avenir supportable, même pour ceux qui n'en avaient pas vraiment. Nakamura Seisaku n'avait jamais cru aux saisons, il n'avait jamais vu dans le renouveau de la nature autre chose qu'une mécanique absurde, une répétition sans signification, car qu'importaient les cerisiers en fleurs, quand la structure même de votre existence reposait sur la certitude que rien ne fleurirait jamais pour vous. Mais ce mois de mars, pour la première fois depuis longtemps, lui apporta quelque chose d'inattendu. Une révélation, un horizon, la possibilité d'une issue qui ne menait ni au champ qu'il haïssait, ni au mur de la maison familiale qu'il méprisait. C'était un médecin qui lui en parla. Un médecin ORL, un de ces praticiens aux lunettes épaisses et à l'air faussement concerné qui, entre deux examens de routine, lâcha une information qui allait changer le cours de sa vie sans même s'en douter. Il existait des écoles pour sourds, des écoles conçues pour ceux qui, comme lui, ne pouvaient entendre, des institutions où l'on enseignait différemment, où l'on n'était pas seulement ce garçon bizarre que l'on écartait des conversations parce qu'il ne comprenait rien. Cette idée frappa Seisaku avec une intensité qu'il n'aurait jamais cru possible. Il y avait un lieu où il n'était pas une aberration, où l'on n'attendait pas de lui qu'il comprenne un monde conçu pour les autres, où il n'aurait plus à deviner les intentions derrière les regards, les moqueries dans le mouvement des lèvres. Ses parents, pragmatiques avant tout, acceptèrent de l'y envoyer. Il ne s'agissait pas d'un geste de générosité, mais plutôt d'une tentative maladroite de lui donner une fonction, une utilité, dans l'espoir lointain qu'il devienne peut-être autre chose qu'un poids mort accroché à leur nom. En avril, à 17 ans, il fit son entrée à l'école élémentaire de Hamamatsu pour sourds, une structure modeste qui ressemblait plus à un entrepôt reconverti qu'à un véritable sanctuaire du savoir, mais qui, à ses yeux, était un territoire entièrement neuf, un lieu où il pouvait peut-être renaître sous une autre forme. Seisaku, pour la première fois de sa vie, devint un bon élève. Il n'avait jamais brillé à l'école primaire ordinaire, où il était à peine toléré par des enseignants qui ne savaient pas quoi faire de lui, où ses notes oscillaient entre la médiocrité et l'incompréhension pure. Mais ici, dans cet espace où l'on enseignait avec des gestes, où l'on s'adaptait à son mode de communication, il découvrit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, une forme de contrôle. Il comprenait, il absorbait, il excellait même parfois, et parce qu'il excellait, il se sentit enfin supérieur à ses autres élèves qui eux aussi étaient sourds, mais qui n'avaient ni sa détermination, ni sa rage de s'imposer. Il n'était plus un paria, il était au sommet, et surtout, il n'avait jamais été découvert. L'incident Musashi, cette nuit où il s'était glissé dans un bordel pour voler et tuer, était déjà un souvenir lointain, un crime non résolu, une rumeur à demi effacée que personne ne cherchait plus à élucider. Il marchait désormais parmi ses élèves dociles en sachant qu'il était différent, infiniment différent, et cette différence il l'interpréta comme un signe du destin. Il n'était pas un meurtrier, il n'était pas un fugitif, il était un héros, un être d'exception, un survivant dont la mission sur Terre n'obéissait pas aux mêmes lois que celles des autres. Il finit par obtenir les meilleures notes et lorsqu'il fut diplômé premier de sa classe en 6e année, il se persuada que cela confirmait tout. Il était bien au-dessus des règles, au-dessus du bien et du mal, intouchable. Mais si l'école lui offrit une victoire, la maison Nakamura lui rappela bien vite que toute illusion de liberté avait un prix. Son père, cet homme que l'on décrivait dans le village comme têtu, violent et insensible, déterminé à amasser des richesses et négligeant l'éducation de ses enfants, ne partageait pas l'enthousiasme de son fils pour les études. Il était un homme de la terre, de ceux pour qui un fils n'était utile que s'il pouvait labourer un champ, réparer un toit, porter des sacs de riz sans se plaindre.
L'école, il l'avait tolérée jusqu'à présent, mais maintenant que Saisako arrivait à l'âge adulte, l'illusion devait cesser. Il n'avait pas appris à parler, il n'avait pas appris à s'intégrer dans le monde des entendants. Il était toujours aussi inutile que le jour de sa naissance, et un fils inutile était un fardeau dont un père pragmatique devait se débarrasser. Il lui ordonna d'arrêter, il lui ordonna de quitter cette école de sourds où il perdait son temps, de revenir au champ, de prendre la place qui lui revenait dans ce cycle immuable du travail rural. Seisaku refusa. Oh, pas par principe ni par ambition, mais par pur instinct de survie. Il savait qu'il ne pourrait jamais se plier à cette existence, il n'avait jamais voulu de cette boue sous ses ongles, de cette odeur de sueur et de terre mouillée, de cette lassitude infinie qui transformait les hommes en bêtes de somme avant de les jeter dans une tombe anonyme. Il négocia, proposa un compromis, une alternative. S'il devait arrêter l'école, qu'il puisse au moins apprendre un métier, qu'il puisse devenir tailleur, un artisan respectable qui n'aurait pas à briser son dos pour gagner sa vie. Mais son père éclata de rire. Coudre, ce n'était pas un métier d'homme, c'était un travail de femme indigne d'un Nakamura mâle. Ce fut à cet instant que Seisaku comprit. Il n'aurait jamais rien de son père, pas un mot d'encouragement, pas un sou de soutien, pas même une insulte qui trahirait un semblant d'intérêt. Il était seul. Alors il décida qu'il continuerait coûte que coûte pendant 2 ou 3 mois. Il alla à l'école sans apporter de repas, sautant ses déjeuners, tenant avec le peu qu'il trouvait, avec cette maigre discipline que lui imposait la nécessité. Il demanda à sa mère de vendre des œufs pour lui payer ses frais de scolarité, un compromis désespéré, une petite humiliation à peine voilée, et contre toute attente, elle accepta. Elle n'avait jamais été une mère tendre, il ne l'avait jamais aimée d'ailleurs, il l'avait même haïe avec une constance presque admirable, mais ce jour-là, elle ne lui refusa pas cette aumône. Son frère aîné, celui qui avait hérité du sens du devoir familial avec une ferveur toute japonaise, se laissa également attendrir, lui fournissant un pass de train, l'aidant à garder son vélo en état. C'était peu, mais c'était assez. Seisaku continua d'aller en cours, il persévéra avec cette obstination froide qui surprit même sa propre famille. Il se montra plus sérieux que jamais, plus discipliné, plus assidu, et peu à peu, il se forgea une image, celle d'un garçon travailleur, acharné, prêt à tout pour s'élever. Mais sous cette image, derrière ses sacrifices qu'il acceptait sans broncher, une idée grandissait lentement en lui. Une idée sombre, persistante, qui prenait racine dans cette jalousie qu'il ne voulait pas nommer, dans cette rancune qu'il ne pouvait plus ignorer. Il voulait réussir, il voulait prouver qu'il était plus grand que ce père qui le méprisait, que cette mère qu'il avait laissé frapper, que ses frères qu'il avait toujours regardés de haut, mais il voulait aussi les faire payer. L'été 1940 s'annonçait comme tous les autres, moite et pesant, un étau de chaleur où la nuit n'apportait aucun répit et où même l'ombre des bâtiments semblait vibrer sous l'assaut du soleil. Le Japon était déjà englouti dans sa guerre, une machine de fer et de sang qui broyait des milliers d'hommes sous des bannières impériales, mais à Hamamatsu, loin des fronts exotiques où l'on mourait dans la jungle ou sur les plages inconnues, les préoccupations restaient plus immédiates, plus triviales. Cultiver la terre, gagner quelques yens, éviter d'attirer l'attention des Kempeitai, la police politique, supporter la pénurie avec un sourire patriotique. Nakamura Seisaku, lui, n'avait que faire de la guerre et de son grondement lointain. Il n'avait jamais eu d'autre front que sa propre existence, une lutte constante contre l'indifférence et le mépris, et cet été-là, sa guerre était une question d'argent. Il payait déjà ses frais de scolarité en élevant des poules et en vendant des œufs, un moyen simple et sans gloire, mais qui, avec une patience inébranlable, lui permettait d'assurer sa place à l'école pour sourds. Chaque matin avant l'aube, il nettoyait les cages, ramassait les œufs, échangeait quelques pièces contre le fruit de son travail, avec cette résignation muette qui était devenue sa marque de fabrique.
Il n'aimait pas les poules, il n'aimait pas la ferme, il n'aimait pas l'idée de dépendre de créatures stupides qui caquetaient sans cesse et dont les mouvements saccadés lui rappelaient étrangement l'agitation de ces gens normaux qu'il méprisait tant. Mais il supportait parce qu'il n'avait pas le choix, parce qu'il savait que sans argent, il serait contraint de retourner à la maison familiale là où son père l'attendait avec sa rudesse légendaire et son mépris naturel pour tout ce qui n'avait pas d'utilité immédiate. Mais les poulets ne suffisaient pas. Seisaku voulait plus d'argent, pas seulement pour survivre, mais pour s'offrir quelque chose qui, dans son esprit, était devenu une obsession, une vraie liberté. Pas celle qui consiste à simplement échapper aux obligations, mais celle qui permet de prendre ce que l'on veut, d'acheter ce que l'on désire, de marcher dans les rues sans craindre d'être rejeté parce qu'on est différent, parce qu'on ne parle pas, parce qu'on ne peut pas répondre aux injonctions du monde. Il voulait être riche ou du moins posséder assez pour ne plus être à la merci des autres. Il essaya de travailler sincèrement, honnêtement. Il tenta sa chance auprès des fermiers du coin, espérant troquer sa force physique contre quelques pièces, prêt à supporter la sueur et la fatigue si cela lui permettait d'accéder à ce qu'il convoitait. Mais les hommes n'aiment pas embaucher ceux qu'ils ne comprennent pas. Il suffisait qu'il ouvre la bouche, qu'il tente de s'exprimer avec ses sons imparfaits, ses gestes approximatifs, pour que les visages se ferment et que les portes se claquent. Un homme incapable de répondre aux ordres était un homme inutile, un poids mort sur lequel personne ne voulait miser. On le chassa des fermes, parfois avec des paroles rudes, parfois avec des gestes plus explicites, un coup de pied dans les côtes, un crachat au sol, un rire gras suivi d'un ordre cinglant « Dégage !» À chaque refus, à chaque humiliation, quelque chose en lui s'aiguisait. Il se revit un an plus tôt, cette nuit d'août 1938, où il avait pénétré la maison Musashi-ya, cette nuit où il avait frappé, blessé, tué, où il s'était senti l'espace d'un instant maître d'un monde qui d'ordinaire lui échappait. Il n'avait pas été découvert, il n'avait pas été puni. Ce souvenir qui jusqu'alors n'avait été qu'un frisson lointain devint une révélation. Puisqu'on lui refusait l'argent, puisqu'on lui refusait le travail, alors il le prendrait, et cette fois il le ferait bien. Il passa l'été à planifier comme on forge un sabre, lentement, méthodiquement, chaque détail pesé, chaque erreur de son passé analysée. Mais à mesure qu'il avançait dans sa préparation, septembre arriva et avec lui une évidence s'imposa. Ce n'était pas le bon moment. L'hiver s'approchait et l'hiver n'était pas une saison pour tuer. Pourquoi ? Les portes seraient verrouillées plus souvent, les vêtements trop épais rendant les coups de couteau plus difficiles et le froid raidirait ses muscles, le ralentirait au moment où il aurait besoin de toute sa rapidité. Il n'était pas question d'échouer à cause de quelques degrés de trop ou de moins, alors il attendrait l'été et tout serait parfait. Juillet 1941 et avec lui le début d'un nouveau cycle de préparation. Il était prêt cette fois, il avait mûri, il savait exactement ce qu'il devait faire. Il se rendit dans une quincaillerie de Hamamatsu et acheta un couteau à sashimi, une lame longue et fine, parfaite pour trancher la chair avec une précision chirurgicale. Mais il ne pouvait pas la garder ainsi, trop encombrante, trop voyante. Il passa 10 jours à la transformer, sciant méticuleusement l'acier pour la réduire à 15 cm, ajustant la pointe avec un soin quasi religieux, limant les bords jusqu'à obtenir un tranchant double d'une netteté redoutable. Il refit le manche et le fourreau, peaufinant son arme comme un artisan perfectionne son chef-d'œuvre. Et comme tout maître se doit de tester son œuvre, il s'entraîna. Jour après jour, il reproduisit les gestes sur des ballots de paille, sur des sacs remplis de sable, imaginant le corps humain sous la matière inerte, devinant l'effet du métal pénétrant la peau, prévoyant chaque réaction possible. Il n'était plus l'adolescent maladroit qui avait laissé son couteau se plier contre les os d'une femme hurlante. Cette fois, il frapperait juste, fort, rapidement. Il se prépara également aux contre-attaques, simulant des mouvements d'esquive, apprenant à dévier les coups, à éviter une prise trop ferme sur son bras.
Il s'étudia lui-même comme un prédateur s'étudie dans son propre reflet, puis vint le temps de l'intendance. Il choisit ses vêtements avec une attention minutieuse, une tenue sombre, mais pas trop, passe-partout, qui ne laisserait pas de souvenir précis à un éventuel témoin. Il repéra les lieux, arpenta les rues à la recherche d'une maison parfaite, isolée, sans chien, avec peu de fenêtres exposées. Il passa des jours à observer, à noter les allées et venues, à analyser les failles d'une routine qui semblait si banale aux autres, mais qui, pour lui, était un livre ouvert. Et enfin, tout fut prêt. Il ne restait plus qu'à attendre la nuit, celle où il cesserait d'être un homme à qui l'on refusait tout et deviendrait celui qui prenait sans demander. Le 18 août 1941, à 2 heures du matin, l'art nocturne était encore brûlant, imprégné des relents de sueur et d'essence qui flottaient dans les ruelles endormies de Hamamatsu. L'été régnait en maître, transformant chaque bâtiment en fournaise et chaque souffle de vent en un soupir inutile. Dans les maisons closes du quartier, les corps s'entassaient dans la moiteur, prisonniers d'un sommeil agité où l'odeur du tabac et du parfum bon marché se mêlait aux effluves persistants du désir fatigué. C'était une heure où seuls les ivrognes erraient encore, où les silhouettes s'effaçaient dans les ombres, où la ville, déjà accablée par la guerre et ses privations, semblait flotter dans un état de demi-conscience. C'était aussi l'heure parfaite pour tuer. Nakamura Seisaku le savait et il avait appris à reconnaître ces mouvements suspendus où le monde était trop las pour se défendre, ces instants où la vigilance s'émoussait sous l'effet de l'épuisement ou de l'alcool. Depuis des jours, il observait la maison close Wakamatsu, une bâtisse fatiguée, aux murs imprégnés de murmures et de secrets où le commerce de la chair continuait de prospérer malgré la guerre, malgré les restrictions, malgré tout. Il connaissait les allées et venues, les visages, les habitudes. Il savait que la tenancière, une femme d'une 50aine d'années, dormait seule dans la pièce du fond, que 2 des prostituées dormaient côte à côte dans la pièce de devant et que la maison, à cette heure-ci, n'appartenait plus qu'au silence. Il savait aussi que derrière ces cloisons minces, l'argent et les objets de valeur se cachaient dans des tiroirs à peine fermés, que les yens passaient de main en main sans qu'on ne prenne la peine de les compter. Il n'y avait qu'à entrer et à prendre, et il était prêt. Masqué, vêtu de sombre, il approcha la bâtisse avec la précaution d'un animal traquant sa proie. Il savait déjà par où il passerait, une haute fenêtre donnant sur la salle de bain, une porte vitrée fragile qu'il avait repérée plus tôt et qu'il pouvait dégonder sans bruit. Il glissa ses doigts sous le cadre, sentit le bois réagir sous la pression, tira lentement jusqu'à ce que le panneau se détache, une opération qu'il avait répétée mentalement des dizaines de fois. Puis il s'insinua à l'intérieur, glissant dans la pénombre, avec cette souplesse que seuls les chasseurs et les fantômes possèdent. Son plan était simple, il tuerait la tenancière et l'un des propriétaires, réduisant ainsi les témoins à néant. Puis il volerait les prostituées, prendrait ce qu'il pouvait avant d'assouvir ce qui, en lui, réclamait plus que de l'argent. Il n'avait jamais cru aux plaisirs achetés, il ne voulait pas ce que les autres pouvaient obtenir avec quelques pièces de monnaie, il voulait arracher, soumettre, imposer sa loi à ceux qui d'ordinaire l'ignoraient. Et quand tout serait fini, il s'évanouirait dans la nuit comme il l'avait toujours fait. Il s'avança prudemment, repérant la porte de la pièce où dormait la tenancière. Il entr'ouvrit le panneau, jeta un regard à l'intérieur, prêt à frapper. Puis il vit ce qu'il crut être un homme, il faisait sombre, et dans la pénombre, la silhouette imposante de la tenancière couchée sur le côté lui apparut comme celle d'un homme robuste. Son souffle lent et profond lui parut trop assuré, trop paisible. L'espace d'un instant, une peur primitive s'empara de lui, une alarme silencieuse qui lui souffla qu'il s'apprêtait à attaquer plus fort que lui, qui n'aurait peut-être pas l'avantage. Il hésita. Et Nakamura Seisaku n'aimait pas hésiter. Plutôt que de risquer l'erreur, il se détourna, décidé à commencer ailleurs.
Il se dirigea vers la pièce de devant, celle où dormaient les deux prostituées, leur jeunesse abandonnée à l'inconscience vulnérable dans l'abandon du sommeil. Il entra sans un bruit, se pencha sur la première, sa lame en main, et frappa. Le couteau s'enfonça dans sa poitrine avec une facilité déconcertante, traversant chair et muscles dans un silence presque irréel. Il retira la lame et frappa encore, visant le cœur, s'assurant que la mort soit instantanée. Elle n'émit qu'un faible soupir avant de s'effondrer dans un spasme, un frisson qui parcourut son corps avant que l'immobilité ne l'emporte définitivement dans un flot de sang qui imprégnait le tissu de la literie. L'autre se réveilla, un cri monta dans sa gorge, étouffé par la panique, mais Saisako était déjà sur elle. Il frappa à l'épaule droite, un coup rapide, destiné à l'immobiliser, mais elle se débattit, cherchant à repousser cette silhouette surgie des ténèbres. Il frappa encore et encore, multipliant les entailles, taillant dans sa chair avec l'insistance d'un homme qui ne savait et ne voulait pas perdre. La lame s'enfonçait, ressortait, éclaboussant le phton de taches sombres. Elle tenta de rouler sur le côté, chercha à ramper, mais déjà son sang s'écoulait en flots irréguliers, vidant ses forces à mesure que la douleur s'imprimait en elle. Puis le bruit éclata, un gémissement, une plainte trop forte, un écho qui se répercuta jusqu'à la chambre du fond. La tenancière s'éveilla, perçut l'odeur du sang, entendit ce qui ressemblait à une agonie. Elle bondit hors du lit, poussa un cri et en un instant tout bascula. Nakamura, surpris par l'agitation soudaine, sentit le piège se refermer. Il n'avait pas prévu un tel vacarme, il n'avait pas prévu une fuite précipitée, son plan pourtant parfait dans son esprit s'effondrait sous ses propres erreurs. Il hésita une fraction de seconde, puis, dans un mouvement de panique maîtrisé, il recula, tourna les talons et courut vers la sortie. Il franchit la porte vitrée près des toilettes, s'élança dans la nuit, son souffle court, son cœur battant, mais déjà son esprit calculait sa prochaine action, il devait disparaître. Il longea les ruelles sombres, évitant les regards, s'efforçant d'apaiser la tension qui contractait ses muscles, mais le hasard, ce complice imprévisible, plaça sur son chemin une jeune paysanne de 16 ans, une silhouette frêle qui marchait d'un pas encore engourdi par le sommeil, partant au champ dans la lueur incertaine de l'aube. Il s'arrêta. Elle ne savait rien. Elle n'avait rien vu, mais elle était là. Il s'avança, attrapa son bras avant qu'elle ne puisse réagir. La peur explosa dans ses yeux, une peur pure, instinctive, celle de la proie qui comprend trop tard qu'elle est déjà morte. Il la força à terre, la bâillonna d'une main ferme et sans plus réfléchir, sans plus chercher d'autre justification que le besoin de dominer, il la viola. Lorsqu'il eut terminé, il la frappa au visage à coups de poing et de pied. Pas pour la tuer, non, juste pour qu'elle se taise, pour qu'elle se souvienne de cette nuit sans jamais oser la raconter. Puis il disparut. À 3h10 du matin, la police était déjà en alerte. Un voisin réveillé par les cris de la tenancière avait prévenu le poste de Kiwune. La prostituée blessée, exsangue, fut transportée à l'hôpital et survécut grâce au sang d'une autre prostituée. Une ironie cruelle dans un monde où les femmes comme elle n'avaient souvent droit à rien d'autre que d'offrir leur propre corps. Mais Nakamura, lui, était déjà loin, déjà ailleurs, et il savait qu'il recommencerait.